Le championnat du monde de Formule 1 se rend dans tous les pays du monde avec une vision positive en vue d'unir les peuples et de rassembler les nations. C'est pourquoi la Formule 1, la FIA et les équipes se sont concertés sur la position à adopter. Notre conclusion est qu'il est impossible d'organiser le Grand Prix de Russie cette année dans les circonstances actuelles. Vous l'aurez compris, le communiqué officiel de la catégorie Rennes publié le vendredi 25 février est clair comme de l'eau de roche. L'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine semble en effet avoir eu raison du rendez-vous annuel à Sotchi, la F1 ayant choisi de s'aligner entre autres sur la décision de l'UEFA de déplacer la finale de la Ligue des Champions de Saint-Pétersbourg à Paris le 28 mai prochain. Toutefois, cette décision prompte pose certaines questions et pourrait même à terme se retourner contre la F1 elle-même. Et voyons pourquoi. Nous sommes en 2010. Cette année-là, le Premier ministre russe, un certain Vladimir Poutine, s'essayait à la Formule 1 à bord d'une Renault de 2006. Cet essai, facilité par le contrat de l'époque entre l'ancien pilote Vitaly Petrov et la marque aux losanges, n'avait pas vocation à satisfaire les besoins en sensations fortes du maître de Moscou, mais bel et bien à faire avancer les négociations en vue de la tenue d'un prochain Grand Prix de Formule 1 dans le pays, tenue qui a fini par avoir lieu à partir de 2014. Et il faut dire que Poutine avait tout mis en œuvre dès son premier mandat de président afin que la décennie 2010 de la Russie soit marquée par l'organisation de méga événements sportifs, des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à la Coupe du Monde de football de 2018, en passant par l'arrivée du paddock de la F1. L'objectif étant de rayonner à l'international via une stratégie de soft power et de démontrer à la population russe que le pays était bel et bien de retour après une post-guerre froide empreinte d'humiliation de toute une nation. Le sport et la F1, en tant que vecteur de ce soft power, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, permettaient ainsi à Vladimir Poutine de redonner des couleurs à son pays et à sa réputation mondiale. Et couplé aux JO d'hiver qui s'étaient déroulés au début de l'année 2014 à Sotchi, le Grand Prix de F1, dont le tracé met clairement en lumière le complexe olympique, offrait à ce même Poutine l'opportunité de rentabiliser les investissements colossaux en infrastructure, tout en rappelant gentiment par sa présence sur le podium chaque année que la région du Caucase et la mer Noire restaient sous le giron russe. Dans cette perspective géopolitique, le dirigeant russe a pu compter sur le soutien indéfectible de l'ancien grand argentier de la Formule 1, j'ai nommé Bernie Ecclestone, qui après signature d'un accord avec le Kremlin, faisait construire conjointement l'autodrome de Sotchi en un temps record, tout en résistant aux pressions politico-médiatiques persistantes et qui appelaient au boycott du Grand Prix naissant, notamment suite à l'annexion de la Crimée par Moscou en mars 2014. Alors on le sait, Bernie Ecclestone n'est pas avare des petites phrases provocatrices et ce faisant a souvent affiché publiquement son admiration pour Vladimir Poutine, avec lequel il semblait en osmose. Mais au-delà de ses considérations personnelles, Bernie était surtout un adepte de la realpolitik. Autrement dit, il ne cherchait pas à changer ou à moraliser ses interlocuteurs, mais à les prendre exactement tels qu'ils étaient dans un seul but et unique, faire rentrer de l'argent dans la baraque F1. Et c'est ainsi que le vieux renard britannique avait noué un partenariat extrêmement solide avec Poutine, récoltant une redevance annuelle de 40 millions de dollars par an depuis près d'une décennie. Mais 8 ans plus tard, la situation a changé à deux titres. La Russie ne se contente plus d'annexer illégalement un territoire, mais est carrément en train d'envahir un pays souverain au mépris du droit international, quoi qu'on en dise. Et de son côté surtout, la F1 est quelque peu sortie de la realpolitik de Bernie Ecclestone et désormais sous l'égide américain de Liberty Media, elle adopte une posture bien différente. L'ouverture de la communication du sport par Netflix et les réseaux sociaux et le développement d'une politique RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises, qui par le mouvement We Race as One vise à promouvoir les droits humains, l'inclusion, la diversité ou encore le développement durable, sont autant d'évolutions montrant que la F1 est en train de troquer la réelle politique contre un brin d'idéologie. Et pas n'importe quelle idéologie, une idéologie empreinte des États-Unis, donc aux antipodes du conservatisme russe, que les pros vont appeler progressisme et que les antis nommeront bien-pensance. Mais qu'on soit pro ou anti, la posture idéologique de la Formule 1 depuis sa reprise par Liberty Media en 2017 expose le sport tout entier à une nouvelle contradiction majeure. Car contrairement à l'ère Bernie Ecclestone, dont l'ambition affichée était le profit à tout prix, la F1 actuelle a pour ainsi dire les fesses entre deux chaises, entre sa volonté de promouvoir une image de marque progressiste et celle, tout comme son prédécesseur, de conquérir le monde pour plus de bénéfices. Ainsi, la condamnation médiatique par l'ensemble du paddock de l'invasion russe en Ukraine et la suspension rapide du Grand Prix qui s'en est suivi sont venues tout naturellement, car même si la Russie rapporte gros au sport,
Le pays n'est pas incontournable pour la prospérité de la Formule 1. Mais ce même paddock aura-t-il la même liberté de ton lorsqu'il s'agira d'exposer des réticences à se rendre en Arabie Saoudite, qui, rappelons-le, continue de bombarder les minorités houthis au Yémen? Eh bien, certainement pas, surtout si l'on prend en compte le fait que, contrairement à Moscou, Riyad est un allié historique de Washington, que la F1 est une entreprise américaine, et que le royaume saoudien est en passe de devenir le partenaire majeur de la catégorie reine du sport auto pour les prochaines décennies. Et c'est donc là l'une des limites fondamentales d'avoir ouvert la communication à tous les vents et délié la langue des pilotes, puisque le sport se retrouve publiquement empêtré dans des paradoxes. Alors on a souvent pointé du doigt Bernie Ecclestone pour sa vision archaïque et sénile de la communication et son allergie aux réseaux sociaux. Mais ce serait sous-estimer le bonhomme. Ecclestone était au contraire un visionnaire et un pragmatique qui a vite compris par sa pratique de la réelle politique qu'avant de donner des leçons de morale à la terre entière via une communication offensive, il fallait être soi-même absolument irréprochable, et ce faisant, l'opacité assumée par l'ancien homme fort de la Formule 1 avait au moins pour mérite de protéger le sport de certains paradoxes qu'il prend de plein fouet aujourd'hui. Et à ce titre, il ne faudra certainement pas s'étonner de violents bad buzz et de pressions croissantes exercées par l'opinion publique, les dirigeants de certains États et bon nombre d'ONG en vue de pointer les indignations sélectives et les deux poids deux mesures de la Formule 1. Alors comprenez-moi bien, il me semble logique de ne pas investir le paddock dans un pays en guerre, et à ce titre, le refus de la Formule 1 de courir en Russie est pour le moment la seule voie possible. Mais en se précipitant à suspendre le Grand Prix de Russie là où elle peine à condamner fermement d'autres exactions commises dans d'autres parties du monde, la F1 se place en porte-à-faux vis-à-vis d'une image de marque qu'elle cherche à développer, et s'empêche de s'ériger comme une discipline apolitique, universaliste, dépassant les clivages géopolitiques, en somme, qui se porte garante du principe voulu initialement par le fondateur du Comité international olympique, Pierre de Coubertin. Et puisqu'à chaque conclusion son ouverture, gardons également en tête que l'affaire russo-ukrainienne reflète aussi la volatilité du modèle économique de la F1 et de certains de ses participants. Et à l'heure où Haas serait contrainte de couper les liens avec son sponsor titre Uralkali du fait des sanctions occidentales, c'est l'avenir de Nikita Mazepin qui s'assombrit de jour en jour. Un énième signe montrant que si le pilote payant est devenu la première bouée de sauvetage d'une écurie en difficulté, il peut être également son premier siège éjectable, laissant le reste de l'équipe exsangue. Merci d'avoir écouté ce podcast. Alors avant toute chose, j'adresse mes plus belles pensées à tous les Ukrainiens ou expatriés en Ukraine susceptibles de regarder cette chaîne. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais comme on dit, ça ne mange pas de pain, alors courage à vous. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de la suspension du Grand Prix de Russie et de la réaction de la F1 à cet égard. Pour le reste, vous connaissez la chanson, like, partage, abonnement. À très bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao!